Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve oui pour le match entre le Clermont Foot Auvergne et l'Olympique de Marseille. D'ailleurs, big up à tous les Marseillais, je suis allé faire un tour du côté de votre magnifique ville et justement, vous étiez au top et justement, je vous en remercie. On se retrouve donc pour une vidéo donc débriefing entre Clermont et donc, comme je l'ai dit, l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille qui a remporté son match 1-0, un but de Sergi Thunder. Justement, on va revenir bien sûr sur ce qui s'est passé, les moments forts, comme à chaque fois les tops et les flops. On reviendra bien sûr sur les deux actions un peu chaudes, justement par rapport à ce qui s'est passé. Y avait-il penalty, pas penalty? On reviendra bien sûr là-dessus en long, en large et en travers, bien sûr. On reviendra d'ailleurs sur les résultats de cette journée de Ligue 1, qui a bien sûr été riche en événements. On va revenir bien sûr là-dessus avec plaisir, bonheur et bien évidemment plaisir et allégresse. On va donc commencer tout ça et c'est donc parti avec donc les compositions d'équipe comme à chaque fois, les compositions d'équipe avec d'abord la composition d'équipe du Clermont Foot avec tout d'abord Arthur Desmas dans les buts, une défense à 4 avec Ensingba, Ogier, Utunji et Zedatska. On a ensuite un milieu de terrain composé de... Alors oui, il n'y avait pas simplement de Pascal Gastien, c'est-à-dire Johan Gastien, qui était donc suspendu, donc il ne pouvait pas jouer ce match. Donc l'ancien Marseillais Kaoui qui a été pris sa place aux côtés de Abdoul Samed. On a ensuite devant Iglesias qui était présent, donc qui a remplacé notamment Jason Berthomier qui était mis au repos. Tel Dossou d'ailleurs lui aussi a été mis au repos comme Mohamed Bayo. C'est Jim Alevina qui a été placé sur le côté droit et Rachani qui a été placé sur le côté gauche. Et enfin devant, pas de Mohamed Bayo, j'ai dit, il était sur le banc, donc mis au repos, et a priori il devait donc jouer, il jouera sans doute les prochains matchs. C'est Pierre-Yves Hamel, sa doublure, qui a fait ce match. Du côté de l'Olympique de Marseille, on a donc Paul Lopez, commence vraiment, vous voyez, on va le dire la vérité, qui est vraiment dans une situation où il est pardon, excusez-moi, quasiment le gardien attitré de l'Olympique de Marseille. Il n'y a plus vraiment de discussion possible. Pas de dire, voilà, est-ce que l'OM va jouer, pas jouer. Il est là de plus en plus là. Il a une action, il a réussi à s'en sortir. Ensuite, milieu de terrain, un défense à 3 avec Luis Pérez. Alors, je l'ai mis à droite, en moment je vais être à gauche, veuillez m'en excuser. Saliba et Kaleta Tsar. Ensuite, Paul Lirola et Gerson à droite et à gauche. Boubacar Kamara et Matteo Guendouzi qui se trouvent notamment sur le max. Dimitri Payet, lui, a été mis sur le banc pour justement le faire souffler un petit peu, comme à chaque fois. Et on a donc Sadi Jander et Cora de la Fuente qui a donc joué le match devant. Et oui, pas à Skejos Milic, mais bien Bamba Dieng qui a donc joué son match directement là-haut. Alors, que s'est-il passé durant ce match? Eh bien, la première mi-temps a été globalement marseillaise. Clairement, Marseille a fait mal, Marseille a réussi. Et justement, à la 15e minute, Hakim Dedaska réussit à tenter, il tente une frappe, il tente une passe, mais en fait, simplement cette passe est récupérée par Paul Lirola qui donne pour Sadie Thunder. Matteo Gendouzi qui est dans la surface réussit à décaler pour Gendouzi, réussit à décaler pour Bamba Dieng en magnifique passe d'ailleurs, un magnifique passe comme ça. Et résultat, Arthur Desmas qui plonge bien et qui tout simplement contre du pied. 22e minute, pareil. Une petite action du côté de Clermont. Hamel qui réussit à y aller, il tente une frappe. Malheureusement, Luen Pérez est arrivé par là. Et c'est à la 25e minute que ça arrive. Mamba Dieng chip un ballon sur Jonathan Iglesias. Il tente d'alerter Matteo Guendouzi qui récupère le ballon. Under récupère ça, réussit un petit dribble, frappe du gauche et 1-0 donc du côté de l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille qui lui va continuer sa pression, même s'il n'y a pas d'action dangereuse. On voit notamment des possibilités, des droites un peu à gauche et droite. Et donc à la mi-temps, l'Olympique de Marseille eh bien, a fait un gros quart d'heure, s'est bien imposé. Et au final, l'Olympique de Marseille mène donc logiquement 1-0. Alors oui, Croix de la Fuente aura une action, il tentera une frappe, bon, ça ne marchera pas. Et puis Clermont va commencer à remettre le bout de son nez. Balerdi, lui, va sauver littéralement la situation avec notamment une belle possibilité. Et puis finalement, ça va grimper. Gina Evina qui tente d'enrouler sa passe. Et à la 67e minute, eh bien, Abdoul Samed récupère le ballon, donne une batte à Levina qui tire à bout portant sur un angle fermé. Paul Lopez il s'interpose. Ensuite, on a la barre
du côté de Dimitri Payet. Et finalement, Mohamed Bayo qui sera rentré en jeu, tentera une frappe qui sera contrée. Au final, ça fait donc le score se termine pour le score de 1 but à 0. Alors il y a eu quelques petites actions litigieuses de la part des... un peu quand même du côté de Clermont, clairement. On va commencer tout de suite avec la première action de la soirée. C'était donc... C'était ça. Alors, on va revenir sur ce qui s'est passé. C'est donc, en fait, la récupération de Bamba Dieng lors du but de Sajid Under. C'est-à-dire que Sajid Under est au contact avec Iglesias et il se passe que, eh bien, Bamba Dieng il va pour récupérer le ballon et en fait, d'après Iglesias, il touche le ballon, mais il l'emmène en fait. Il l'emmène, donc il récupère le ballon et à ce moment-là, il l'envoie donc complètement comme j'ai dit Gendouzi qui donne à ce moment-là un under qui remporte la balle. Alors est-ce qu'il y avait faute? Alors c'est pas un penalty qu'on va analyser, c'est plutôt y avait-il faute sur Iglesias au départ de l'action? Alors, comme à chaque fois, je vous ai mis 4 images pour vous proposer justement un choix. Alors, ce ne sont pas des images. Alors, bien évidemment, certains diront que ce sont des images. C'est vrai que ce sont des images. Hein. Elles n'ont pas vocation à dédouaner ou non. Mais ils sont pour essayer d'apporter une information. On remarque tout d'abord dans les 4 images, on constate qu'il y a un contact entre Bamba Dieng et Iglesias. Hein, quand tu regardez par exemple, euh, là, même qu'il y a un contact. Là, on voit pas trop parce qu'on est en vue de face. Mais là, par exemple, voilà, ici, quand même quand même 2 contacts. Donc, vous constatez quand même qu'il y a un contact. Maintenant, est-ce que le contact est suffisant pour justifier une, on va dire, une faute de la part de Dieng? Alors, en regardant bien, je m'appuie. Alors, c'est pas évident. Alors, clairement, la vérité, quand vous êtes Clermontois, pour vous, il y a forcément faute. Et je le comprendrai tout à fait. Si vous êtes Marseillais, vous considérez donc il y a donc pas faute. Et concrètement, il y a donc Bamba Dieng qui joue le ballon. Moi, je vais m'intéresser sur une chose. Là, concrètement, il y a un contact. Chaque fois, on constate que, certes, il y a un contact. Ça, c'est indéniable. Mais on constate que touche le ballon. Alors certes, il emmène tout sur son passage. Attention, il emmène tout sur son passage. Dans le sens où il prend forcément le pied du joueur après. Mais la question c'est, qu'est-ce qu'il joue? Moi, par exemple, je vais vous donner un exemple. Je vais vous faire un petit... Non. Je vais vous faire un petit schéma. Là, on est bien d'accord que vous prenez la jambe. Vous modélisez la jambe. Là, c'est la jambe de Bamba Dieng. Il y a la jambe. On va faire très logique d'ailleurs, Sio d'ailleurs. Et ça, c'est la jambe de Iglesias. Bon, et là, on va prendre le point le plus lumineux, on va mettre en bleu, on va considérer que c'est le ballon. Regardez la jambe. Donc forcément, en prenant la balle, il prend la balle. Mais regarde, après, forcément, prenant la balle, alors peut-être qu'il y a une chose qu'on peut dire, il prend la balle, et à partir de ce moment-là, il l'emmène, il prend, et regardez la jambe qui est là. Voilà, c'est bien. Alors, je ne vais pas vous zoomer. Hein. Ah si, je peux d'ailleurs. Mieux que ça. Si je zoome, une animation zoom. Ah oui, agrandir et rétrécir. Et vous voyez cette animation. Regardez bien. Alors, je veux vraiment un zoom très très grand. Énorme. Là, je refais. Ah, n'importe quoi. Ah, oui, mais je veux un zoom, mais je veux pas un zoom. Pas un zoom.
faire un zoom. Ah, regardez. Le zoom que je peux vous faire. Là, ce que vous constatez, c'est que en fait, il a touché la balle est partie. En fait, après, forcément, il est en contact. Alors, certains diront, alors, après, certains vont me dire, oui, mais il est entre la jambe et tout, mais il tape pas la jambe. Il tape, concrètement, il tape la jambe d'appui, oui, mais au dernier nouvelle, il prend le ballon. Le ballon, en fait, il arrive comme ça. Moi, je trouverais ça généreux, souffler une faute, alors que clairement, il touche, voilà. Deuxième action d'ailleurs aussi qui a été assez litigieuse, c'est ça. Alors j'ai pas l'action, en fait ce qui s'est passé c'est qu'il a rebondi sur le pied, il a rebondi sur la main. Alors, là par contre, je vais vous dire la vérité, j'ai essayé de vraiment peser le pour et le contre. J'ai essayé de me dire, est-ce qu'il y avait vraiment penalty ou pas? Moi j'estime, je vais dire la vérité, hein, moi j'estime que à partir du moment où tu touches la jambe, que la jambe fait ça, et qu'après elle retombe, elle tape sur la main. Moi je pense, ah, moi il y a penalty. Alors vous allez me dire, ouais mais alors, je parle bien au niveau de l'éthique. Au niveau du règlement, on va encore me sortir, oui, mais la balle a touché, pas touché la main directement, blablabla. Le truc, c'est que il tente de faire un contrôle, la balle elle part en haut et il touche la ballon de la main. C'est un peu comme si moi demain je vous fais un contrôle pourri, je tape et la balle elle arrive. Non, moi je pars du principe d'ailleurs, je vais dire la vérité, qu'à partir du moment où vous avez un joueur qui court de la main en pleine vitesse, moi j'estime qu'il n'y a pas pénalty. Donc vous voyez, j'ai un peu. Alors c'est deux visions différentes. Et moi j'estime que voilà, concrètement, ah donc moi j'estime qu'il y avait quand même un penalty qui pouvait être sifflé. En tout cas, c'est deux actions très litigieuses et ces deux actions qui voilà. Maintenant, est-ce que ça justifie la défaite de Clermont? Bah moi ce que je peux dire c'est que Clermont a fait une très bonne deuxième mi-temps. Franchement, la deuxième mi-temps de Clermont elle est plutôt bonne. Mais, mais Clermont n'a pas aurait dû faire la même mi-temps de première mi-temps. Déjà, il faut qu'on m'explique d'ailleurs une chose. Pourquoi Pascal Gastien a voulu faire tourner? Clermont est quand même une équipe, excusez-moi de dire ça. Bon, ils ont un match, ils ont quand même un match toutes les semaines. Donc j'ai envie de te dire pourquoi, alors que Marseille, eux, à la limite, ça aurait été justifié, parce qu'il y avait notamment le fait qu'ils aient tourné sur le terrain, etc. La question que je me pose, c'est pourquoi avoir fait tourner l'effectif. Jodel Dossou, Mohamed Bayo, pourquoi les pas avoir pas fait jouer? Il y avait des pépins physiques, peut-être. Au vu de ce que j'ai pu voir, j'ai l'impression quand même que c'était pas le cas. Donc, il y avait quand même une erreur dans ce qui a été proposé, parce que j'estime que l'OM, que Clermont a peut-être voulu faire attention par rapport à diverses choses. De plus, quand tu te réveilles à la deuxième mi-temps et que tu commences à jouer, que tu commences à faire ton jeu tel que c'est, eh ben je suis désolé. Moi, le match de Clermont de deuxième mi-temps, il ressemble beaucoup à celui de Lille. Il y a incisif, offensif. J'ai eu l'impression que Clermont avait peur de produire du jeu, de peur que Marseille, euh, concrètement, profite de ces espaces pour réussir à faire ça. Ce qui avait été notamment arrivé avec le Paris Saint-Germain. PSG avait profité des espaces du côté de Clermont pour réussir à faire mal et à remporter le match. Mais j'ai envie de te dire, c'est un peu ce que j'ai dit la semaine dernière avec l'Olympique de Marseille qui avait affronté le Paris Saint-Germain. À partir du moment où tu joues contre nature, y a pas de... il faut quand même que tu te réveilles. La deuxième mi-temps, elle est plus clermontoise. Pourquoi? Parce que l'OM descend, parce que l'OM est fatigué. L'OM, je pense que, je le dis clairement, hein, moi je pense que l'OM, ça va être des victoires parfois compliquées. Mais quand tu vois des duels, quand tu vois tout ça, l'OM, où Clermont récupère plus de ballons, c'est parce qu'il y a un pressing plus haut, parce que Clermont est plus mordant. Et je pense qu'il y a aussi un autre truc, c'est que l'OM voit des joueurs, on va dire, produire un jeu qui leur ressemble. Et c'est ça qui est pour moi le problème de Clermont, c'est dans ce match. C'est que Clermont, je pense, a eu peur que l'OM court un peu partout, soit un peu paniqué et que ça pose des problèmes. Voilà. Maintenant, l'Olympique de Marseille, qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà, le résultat est, pour ainsi dire, de leur côté.
L'OM a remporté ce match 1-0. C'est important aussi de gagner 1-0, hein, clairement. Mais c'est un peu l'effet inverse. Ils ont fait une première mi-temps plutôt 13, plutôt bonne, on va dire 15-20 bonnes premières mi-temps. Ils ont gagné, ils ont marqué dans leur temps fort. Et puis, ils ont commencé petit à petit à perdre du régime. Où, j'ai envie de te dire, certes, Clermont n'a pas été les plus grands dangereux. Il y a eu même 2-3 occasions. Il y a eu une occasion, je crois, c'est une occasion de Alevina, je crois, qui est faite. Non, c'est Hamel. Mais à part ça, en première mi-temps, il n'y a rien. Et puis la deuxième mi-temps, je la trouve plus aboutie. Je la trouve moins aboutie. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que l'OM commence à subir. L'OM est moins fringant. L'OM presse moins. L'OM perd des ballons. L'OM est plus dans le dur. Et ça confirme finalement ce que je disais depuis quelques temps. Je l'ai dit plusieurs fois et je le redis plus. À partir du moment où l'Olympique de Marseille galère à essayer de faire des choses, et bah finalement ils sont malheureusement punis. Quand tu vois où on est le nombre de pertes de balles en deuxième mi-temps par rapport à la première mi-temps, quand tu vois que tes joueurs offensifs, bah, petit à petit, ils n'arrivent plus à peser. Quand tu vois par exemple un mec comme Cora de la Fuente qui n'a pas été bon, quand tu vois un Gerson qui a été égal à lui-même, quand tu vois un Bamba Dieng qui a fait une première mi-temps plutôt bonne, hein, clairement il a fait une première mi-temps trouvée plutôt satisfaisante, que tu vois que la deuxième mi-temps qui a complètement été éteint, bah, j'ai envie de te dire non, pas possible. Et d'ailleurs, là, les rentrées de Payet et de Milic ont été beaucoup plus intéressantes parce qu'il a proposé des solutions. Je pense que ça, c'est une réalité. Et ça confirme finalement ce que j'ai dit par rapport à l'OM. C'est que l'OM, une équipe qui, alors certes, a proposé des choses, mais on voit que là, face à Clermont, une équipe beaucoup plus abordable, moi je m'attendais réellement à ce qui. J'ai l'impression que l'OM parfois fait des petites erreurs qui peut leur porter préjudice. Là, ce match-là, une équipe un peu plus à droite, qui pour ainsi dire pourrait tenter, ils auraient gagné. Ils auraient gagné, ils auraient fait match nul parce que là, l'équipe, elle a pas pesé sur la rencontre. Je trouve elle a pas fait un bon match. Alors, on parle surtout de la. Ils ont fait 20 bonnes premières minutes, 25-30 premières minutes. Et après, on voit l'équipe qui commence petit à petit à s'écrouler complètement. C'est bien dommage. Je pense que l'équipe a un gros potentiel, on sait, l'équipe a capable de démontrer des choses, mais il y a encore des lacunes défensives. Il va falloir travailler. On voit que notamment défensivement, l'équipe peut vite perdre pied. Offensivement, quand l'équipe elle arrive plus, elle est pas aussi fringante que ça. Et il va falloir trouver des solutions parce que certes, l'OM gagne. Après, c'est aussi ça l'effort des grandes équipes, hein, c'est de savoir gagner dans des matchs un peu galères. Mais concrètement, pas satisfait du match de l'OM, dans le sens où certes Clermont a fait un match où ils se sont réveillés et tout, mais une équipe un peu plus à droite, elle fait plus mal. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire là-dessus. Bon allez, on va passer maintenant au top et au flop, comme ça va être fait, et on va revenir les tops et les flops, avec donc, euh, d'abord j'ai mis Arthur Desmas Je voulais quand même mettre un Clermontois, les Clermontois n'ont pas non plus été mauvais. J'ai mis Arthur Desmas parce qu'il a quand même 3 4 arrêts quand même à sortir. C'est quand même pas mal. Il y a l'arrêt de Bamba Dieng, quand même qui est pas mal. Il y a 2 arrêts quand même à la 45e, à la 71e. Quand même notamment à Clermont de rester en vie. C'est d'ailleurs que je suis peut-être dur avec l'OM concrètement par rapport à ce que tu produis. Et moi j'attends tellement plus de cette équipe. Moi cette équipe, franchement, avant le Paris Saint-Germain, je me disais, putain, ils vont se faire. Les Parisiens, ils vont galérer. C'est pas du tout ce qui s'est passé et c'est bien dommage. Ensuite, il y a eu, pardon, le deuxième, j'ai mis Matteo Guendouzi. C'est pas la première, parce que là, 2 fois de suite, hein, je le mets en top. Guendouzi que j'ai trouvé très bon, qui est passeur décisif pour le but de Under, mais aussi voilà, toujours partout, toujours très volontaire, toujours très sympa, toujours à récupérer les ballons, toujours défensivement, offensivement. C'est un excellent joueur et honnêtement, moi, il m'épate. Et enfin, le deuxième, celui que j'ai beaucoup adoré, c'est la vérité. Rajis Under, qui a été très très bon dans ce match. On a retrouvé un peu le Turc qui a été là, qui a marqué, qui vraiment a trouvé des solutions, a proposé des solutions.
à frapper, à essayer de trouver des solutions, a pu marquer un doublé. Voilà, il a été très très bon dans ce match. Et j'ai envie de te dire, bah, Jason, bah, top numéro 1, homme du match pour moi de cette rencontre, pour ainsi dire. Au niveau eh bien, de les flops, j'ai mis Cora de la Fuente pour la simple et bonne raison qu'il n'a pas été si bon que ça dans ce match. Moi, Cora de la Fuente, je le vois jouer, je le vois travailler, je le vois bosser. Il a fait une action où il aurait pu littéralement sauver son match, mais j'ai trouvé que il est trop stéréotypé ce gamin. C'est-à-dire qu'il prend le ballon, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à dribbler, il commence à provoquer, et après il essaye de vouloir trouver une solution. Il nous fait un peu ce qu'on appelle chez moi, j'appelle ça, il a la Neymar, il a la Neymarite. C'est-à-dire qu'il a le côté Neymar. C'est-à-dire, je suis Neymar, je suis Cora de la Fuente Neymar. Neymar, il me saoule quand il fait ça. Il veut prendre le ballon, il veut essayer de faire ça, et après, il attend tellement longtemps pour trouver une solution qu'au final, les solutions, il n'y a plus rien. Bah moi non, j'ai envie de te dire. Tu veux trouver une solution? Eh ben propose, allume, choix, fais des choix, mais sois direct. Ce que je reproche à Neymar et ce que je reproche aujourd'hui à Cora de la Fuente. Voilà. Ça diront sans doute qu'il ne faut pas que je compare Cora de la Fuente à Neymar, mais je compare dans ce qui. Ensuite, j'ai mis Pierre-Yves Hamel. Bon, clairement, bah, je peux vite expliquer pourquoi. Et à partir du moment où Joel Dossou est rentré, que ça a fait des dégâts, ça voulait tout dire. Quand tu vois Mohamed Bayo qui est rentré, ça a fait des dégâts, ça voulait tout dire. Bah, il a rien eu à faire et honnêtement, c'était un match où il y a eu une petite action, mais il n'y avait rien de folichon. Donc voilà, clairement, ça a été un match compliqué pour lui. Et enfin, le deuxième, j'ai mis Kraoui, l'ancien Marseillais d'ailleurs, pour info, qui concrètement a fait des erreurs, a essayé de produire des choses plutôt en deuxième mi-temps, mais ça n'a pas du tout été le cas. C'est des pertes de balles, c'est des. Voilà, honnêtement, demander, voilà, Gatien, honnêtement, a du beau jour sur lui. Moi, j'adore je trouve pas ce joueur très élégant. Je crois que c'est lui d'ailleurs qui avait, avait fait un truc, c'est que il avait dit à l'OM, moi, mais moi, je veux un salaire au-delà de ce que tu peux. Mec, à un moment donné, quand tu vois le match que tu as produit aujourd'hui, sois petit, mec. Sois très petit, parce qu'à un moment donné, tu as produit sur le terrain. Non, faut soit très petit. Pas du tout produit le jeu qu'il faut. Voilà ce qu'il y avait à dire dans ce match. L'OM qui redevient donc dauphin. Dauphin, maintenant, le championnat est désormais remis en place, puisque toutes les équipes ont joué. Et au final, eh ben, concrètement, là, je vais vous donner le classement. On va vous donner d'ailleurs le calendrier. Hein, qu'est-ce qui Donc, on va rappeler que le Paris Saint-Germain, malgré tout, malgré le fait que c'est compliqué pour eux, le Paris Saint-Germain a quand même réussi à retourner la situation, puisqu'il a marqué un but de Marquinhos et de d'André Di Maria, donc 2-1. Quand même pas mal, clairement. Voilà, encore une fois, du mental du côté parisien qui essaie de produire des choses. Un Neymar beaucoup plus intéressant, ça c'est bien. Mais ce qui fait match nul face à l'AS Saint-Etienne, là aussi, c'est intéressant dans un match quand même pour la lutte contre le maintien. On va me dire oui, mais 1-0, oui, mais alors 9e minute, 16e minute. Saint-Etienne qui prend deux matchs nuls consécutifs, un contre Angers et un contre Metz. C'est pas mal. Lyon qui balance 2 buts à 1, un but de Toko Ekambi et d'Oussem Mawar. Alors Kalimwendo aura réduit le score. C'est bien aussi cette victoire, ça peut de remettre un peu Lyon en place. Nice qui bat Angers 2 buts à 1. Angers qui commence petit à petit à marquer le pas. Hein. Clairement, la défaite contre Paris, ça a fait du mal. Et voilà, 2 buts à 1. Nice qui redevient dauphin d'ailleurs. Marseille qui est troisième. Ensuite, Bordeaux qui a battu Reims 3 buts à 2 avec notamment une sacrée remontada. Ça aussi c'est bien. Voilà les Bordelais qui font enfin quelque chose, c'est intéressant. 3 qui fait match nul face à Rennes, 2 buts partout avec un but d'Adil Rami. Hein, c'est quand même pas donné à tout le monde. Voilà, Rennes qui perd 2 points. Là c'est quelque chose qui va peut-être payer. Nantes 2 buts à 0. Strasbourg qui bat Lorient 4-0. Brest qui bat Monaco 2 buts à 0. Première victoire des Brestois dans ce championnat. Et enfin Marseille qui bat Clermont 1 but à 0. Du classement, bon, le Paris Saint-Germain est toujours leader du championnat avec 31 points. C'est bien les Parisiens qui. Les Parisiens qui font pas font pas une saison de ouf, hein, mais qui malgré tout sont quand même leaders quand même. Ça c'est intéressant.
Maintenant, c'est vrai que bah, pour le jour, on passera ça plus tard. Voilà. Nice qui fait 23 points, deuxième. Il y a les Niçois qui ont quand même fait bonne razzia cette semaine, clairement. Marseille qui a 22 points. Voilà, c'est bien. Marseille qui se reprend avec notamment 2 matchs nuls. Lens qui est quand même quatrième malgré sa défaite. Lens. Vous voyez, le championnat est assez serré hein, par le Paris Saint-Germain. Rennes cinquième. Lyon qui revient à la sixième place, c'est bien. Strasbourg septième, hein, c'est bien les Strasbourgeois, eux qui ont galéré l'année dernière. Là, c'est bien avec notamment. S'appelle. Ah putain. Entraîneur de Strasbourg. Euh, Ah putain, merde, j'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom. Julien Stéphan, voilà, putain, j'ai dire Julien quelque chose, j'ai dire Julien Deschamps, un truc comme ça. Angers qui est 8ème, ça y est, ça commence. 9ème Nantes, 10ème Monaco. Franchement, Monaco, c'est quand même l'équipe qui est quand même l'équipe la plus en dents de scie, hein. Des fois, ils font des trucs. Montpellier 16ème, Lille qui n'y parvient pas. Franchement, Lille, c'est compliqué cette saison. Lorient 13ème, 14ème 3, 15ème Clermont. Ouais, cette défaite contre Clermont, vous voyez, ça fait un peu mal parce que quand même 16 points, ils auraient été au du. Ouais, ils auraient pris un truc. Bordeaux 12 points, c'est bien. Et Saint-Etienne qui est certes un peu décramponné, mais face à Brest, attention, hein, Brest qui a gagné, attention quand même, hein, ça peut avoir des conséquences. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tout le monde d'avoir suivi l'émission. Voilà, c'était Halloween. Merci à tout le monde, gros bisous tout le monde et on se retrouve sur mardi. Ah oui, d'ailleurs, je vais vous faire le planning d'ailleurs, comme ça à la limite, ça sera déjà fait. Pour les petits derniers qui sont arrivés, qui n'ont pas le planning, comme ça à la limite vous allez avoir le planning en live, comme ça vous allez pouvoir passer. En plus, pas encore. Pas le planning, c'est vraiment du direct. Hein. Voilà, clairement, je suis en train de. Ding. C'est cool. Alors, le planning, je vais vous le montrer. Voilà, le planning, il est là. Le planning de la semaine prochaine, donc on continue. Alors, je vous préviens quand même, hein, pas The Lone Dark sur Twitch. Hein, quand vous voyez le logo Twitch, vous avez compris. The Lone Dark, a priori. Si jamais je change d'avis, normalement il y a Darkest Dungeon 2 qui arrive, mais j'ai envie de vous le proposer jeudi, comme ça à la limite, voilà, c'est plutôt les trucs des nouveautés le jeudi. Le mardi, on a donc WWE Raw que je vais vous débriefer. On a également le débriefing du match retour entre le Séville et le LOSC. Mercredi, on aura NXT 2.0. Oui, malheureusement, je ne peux pas vous faire l'Halloween Avoc. Pas mal de choses qui se sont passées, notamment dans ce pay-per-view, clairement. Mais on aura également le débriefing de Leipzig, Paris Saint-Germain. 20h30 jeudi, Darkest Dungeon 2. Alors, encore une fois, hein, ça trouve, je vais vous en ressortir ça ce lundi si besoin. Voilà, pour l'instant, je vous propose ça comme ça. 21h AEW Dynamite, voilà le débriefing. Vendredi, 21h NXT UK débriefé. Samedi, ça va être une journée très chargée parce qu'on va avoir Rampage, SmackDown à 21h. 20h, le football qui est avec donc, le SCO d'Angers, qui est donc, le débriefing du match entre Angers et le LOSC. Et enfin, 23h30, le Bordeaux qui fera face au Paris. Hein. Et enfin, dimanche, match Yu-Gi-Oh! Duel Links. Quoi, ça se trouve à changer. Si vraiment le jeu Darkest Dungeon il a besoin d'être travaillé, on fera Darkest Dungeon à 100%. Voilà, Yu-Gi-Oh! Duel Links a priori, mais sinon YouTube 23h30, Real contre Lyon. Pour information, à partir de, je crois qu'il y a la trêve internationale qui va débuter la semaine d'après. On va vraiment avoir une journée light au niveau foot. Je vais quand même essayer de vous trouver des trucs à parler de football, mais clairement voilà pour ainsi dire. En tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission, c'est toujours cool de vous avoir. En tout cas, on se retrouve très très vite pour une nouvelle émission. Si t'as aimé, bien évidemment, mets-moi un pouce bleu. D'ailleurs, bravo aux petits gars du The Event quand même, hein, parce que bon, les The Event, elles sont pas encore finies, mais je vais sortir. Et le The Event qui est à 8 750 000, bravo à eux, franchement, bravo, parce que, encore une fois, hein, on critique souvent les streamers, on critique souvent les gens qui font du gaming parce que t'es gros geek et tout. Ça fait plaisir d'avoir des gens qui voilà, sont respectés et honnêtement on nous fait voilà bravo à eux et voilà. Allez, merci à vous tous de la submission, portez-vous bien, si t'as aimé ça bien sûr fais au plaisir, partage ça à tes amis et bien évidemment abonne-toi et mets la cloche. Allez les amis.